Salut Axel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Florent, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on est avec Axel Saban. Je te laisse te présenter. Merci. Alors, Axel Saban, je suis avocat fiscaliste au sein du cabinet DNA Partners. Je co-dirige le département taxes avec une de mes associées qui est également spécialisée en taxes. Et chez DNA Partners, en gros, on est un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur les enjeux tech et crypto. On est aujourd'hui une quinzaine d'avocats dans le cabinet, dont 8 associés. Et quand on prend tout le monde réuni, on est quasiment 25 personnes et on aborde en fait un peu toutes les thématiques droit des affaires liées à la crypto, donc la fiscalité bien évidemment, mais aussi corporate, regulatory, social, propriété intellectuelle, etc. Et à titre plus personnel, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que je suis spécialisé sur les enjeux de la fiscalité appliquée au secteur crypto, pour les particuliers, pour les professionnels, en conseil et en contentieux. Donc ça commence à faire un peu de retour d'expérience sur tous ces sujets-là et pas mal d'anecdotes sur le secteur sur 8 années en tout. Tu as dû en voir des choses. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'avoir des informations sur la fiscalité autour du minage de Bitcoin. Donc si vous êtes là pour autre chose, vous pouvez partir. Et sinon, vous pouvez rester et tout de suite liker la vidéo et s'abonner. Je vais te demander d'être neutre, c'est-à-dire pas pro-minage de Bitcoin ou pas contre. De toute façon, c'est la déontologie des avocats. Il n'y a pas d'affiliation entre moi et Axel, entre Blob et Axel. Le but, c'est vraiment d'avoir les réponses sur les questions qui se posent le plus. On a des centaines d'heures d'appels avec des prospects, avec des clients. Tu fais beaucoup d'événements et de tables rondes aussi sur la fiscalité du minage. Et on va faire un tour aujourd'hui des questions qui reviennent le plus et voir si c'est plutôt blanc, plutôt noir ou plutôt des zones encore un peu floues, un peu grises. Plutôt gris en général, mais avec grand plaisir pour aborder toutes ces thématiques. Écoute, parfait. Est-ce que tu peux nous en dire déjà quelques mots sur la fiscalité je pense que tu en as beaucoup des clients qui font du minage de Bitcoin. Mhm. Comment ça fonctionne concrètement, la fiscalité du minage de Bitcoin? Ou même d'autres cryptoactifs. Voilà, alors déjà, un des premiers points qu'il va falloir séparer, alors pas en termes de catégorie d'imposition, mais sur le fonctionnement global, on va devoir séparer un petit peu ce qui relève du proof of work et du proof of stake. Le proof of stake, on va pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est un peu spécifique et on n'aura pas... Il y a beaucoup d'avantages fiscaux qu'on va pouvoir tirer du minage. Donc ça, c'est plutôt minage. Sur Ethereum et tout, donc pas les machines. Exactement. Donc là, on ne parle pas du tout de machines. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui relève des machines, parce qu'il y a un certain nombre d'avantages liés à l'acquisition des machines, notamment, qu'on va pouvoir retrouver et qui vont avoir beaucoup d'impact, en fait, sur le résultat qui va être dégagé et qui va être taxable. Un point qu'il faut avoir en tête sur la fiscalité, c'est un peu ça qui va guider toute la fiscalité du minage, c'est que le minage, contrairement à ce qui va arriver quand on achète des cryptos où on va être sur des régimes de plus-value, le minage, c'est une activité qui, par nature, relève de la catégorie d'imposition des bénéfices non commerciaux, ce qu'on appelle les BNC. Voilà, je pense que pendant ce podcast, on a beaucoup parlé de BNC, mais voilà, vous avez l'acronyme bénéfices non commerciaux. Et ça, en fait, c'est une catégorie dès lors qu'on est dès lors qu'on mine en personne physique ou via une entreprise à l'impôt sur le revenu, on va être dans la catégorie des BNC, par nature. C'est pas un choix, on se dit pas c'est plus intéressant d'être en plus-value ou en BNC. Non, on a des règles qui sont relativement claires là-dessus. Après, on aura toujours le choix. Est-ce qu'on va plutôt rester dans des catégories BNC quand on est à l'impôt sur le revenu, ou alors on va plutôt faire du switch sur une société à l'impôt sur les sociétés, et là on ne tient plus du tout compte de ces différentes catégories d'imposition, plus-value, BNC et autres. À l'impôt sur les sociétés, on raisonne impôt sur les sociétés. C'est les deux grandes directions qu'on va prendre en fait quand on fait du minage. Ok, donc il y a deux grandes familles. Il y a les gens qui n'ont pas forcément d'entreprise ou qui veulent faire en perso, et ça va être plutôt du BNC, et des gens qui ont déjà une entreprise, et eux ça va être de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Exactement. Alors, entreprise... On dit souvent entreprise à l'IS, il y a des entreprises qui sont à l'impôt sur le revenu. Oui, pardon, là, entreprise à l'IS. Pour simplifier, quand on va dire entreprise, là, on va dire IS, mais on peut très bien ne pas avoir d'entreprise à l'IS. Donc, si tu l'achètes avec une entreprise à l'IS, donc si tu achètes du Bitcoin, juste du Bitcoin directement, avec une société ou en perso, c'est tu achètes du Bitcoin avec de l'argent qui a déjà passé soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur les sociétés, l'URSSAF ou ta dividende, etc.
Exactement. Et si tu achètes les machines de minage, je fais volontairement de poser les questions comme si je ne savais pas. J'ai quand même globalement 90% des réponses. Enfin, j'espère. Peut-être que j'espère apprendre des choses. Mais du coup, ça veut dire que les entreprises qui achètent des machines de minage, ils ne l'achètent pas avec la trésorerie. Enfin, si, ils l'achètent avec la trésorerie, mais ça fait de la charge, ça fait de l'amortissement. Comment ça fonctionne? Voilà, alors c'est effectivement, on va revenir justement par rapport à l'achat direct. Toujours avoir en tête qu'un achat direct, alors en tant que particulier, on n'a pas une charge, parce que c'est un investissement, c'est un coût d'acquisition, et cette charge d'acquisition, elle aura de l'impact qu'au moment de la revente définitive des cryptos. Ça, c'est plutôt pour les particuliers. Et quand on est sur une entreprise, le fait d'acheter du Bitcoin, on l'achète avec la trésorerie, mais ce n'est qu'un mouvement d'un compte de trésorerie euro vers un compte de trésorerie crypto. Et donc, au niveau du résultat d'exploitation et autres, ça n'a absolument aucun impact. Ce n'est pas une charge, on ne pourra pas l'amortir, ni rien. Les machines, c'est un peu différent, parce que quand vous allez mobiliser de la trésorerie, quand les clients vont mobiliser de la trésorerie euro pour acheter les machines, il va y avoir dans un premier temps un transfert de compte. Je suis un peu technique, mais c'est vraiment pour comprendre. Je pense qu'il va y avoir des gens techniques qui vont regarder, donc exactement. On peut l'être. Il va y avoir un transfert en fait de cette valeur de trésorerie vers des machines qui vont être immobilisées dans les immobilisations corporelles. En fait, c'est des immobilisations qui ont vocation à se déprécier dans le temps. Les machines, elles n'ont pas une durée de vie illimitée. En tout cas, fiscalement et comptablement parlant, on considère qu'au bout d'un certain temps, elles sont devenues obsolètes. Et donc, on va pouvoir déduire en amortissement, donc en fait c'est une charge sur plusieurs années, on va pouvoir déduire la valeur de ces machines. Donc par exemple, vous achetez pour 10 000 euros de machine, typiquement, on va avoir un amortissement sur 3 ans, et vous allez déduire une charge qui équivaut à un tiers du prix des machines. Vous allez la déduire chaque année cette charge jusqu'à ce que cette machine vaille 0 comptablement parlant. Ok. Et l'électricité, elle passe en charge? Elle passe en charge, sans aucun problème. Tous les frais, ok, passe en charge. D'ailleurs, c'est une super question parce que souvent, il y a l'amortissement comptable et le vrai amortissement des machines. Donc, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps durent les machines? Eh bien, on ne sait pas. C'est bien malin celui qui sait. En général, on est sur entre 3 et 5 ans. Mais ce qui fait l'obsolescence de la machine, ce n'est pas le hardware en lui-même, c'est est-ce qu'elle est toujours rentable, oui ou non. Donc, si le Bitcoin est très haut dans 3 ans, elle est encore largement rentable. Et dans 5 ans, etc., pareil. Qu'est-ce qui se passe si l'amortissement comptable est terminé, mais que la machine a encore une valeur et qu'elle continue de faire de l'exploitation? On déduit juste plus. La machine a déjà eu son coût d'investissement déduit. Et dans ces cas-là, en fait, la machine ne permet plus de déduire des charges. Et on a juste du revenu qui est réalisé, mais ça n'a pas forcément d'impact supplémentaire. Ok. Là, je vais poser une question qui s'applique. Il faut s'accrocher aux personnes physiques et aux personnes morales. Enfin, les BNC et les sociétés à l'IS. Si je revends ma machine en plus-value, c'est quelque chose qui arrive, puisque le prix des machines est proportionnel à leur rentabilité. Donc, par nature, le prix de la machine est censé tendre vers 0, mais il y a des événements de liquidité quand le marché est volatile. On a vu des machines passer de 1 000 à 4 000 euros, à 10 000 euros, parce que le prix du Bitcoin ou le prix de l'actif monte, et du coup, la rentabilité de la machine monte. Qu'est-ce qui se passe si je vends ma machine en plus-value au BNC ou en société? Alors, déjà, il faut entendre ce qu'on appelle plus-value. Que ce soit qu'à partir du moment où la machine elle est amortie, la plus-value, elle se calcule toujours par rapport à la valeur nette comptable de la machine. C'est-à-dire que le coût d'acquisition, on regarde le coût d'acquisition moins les amortissements pratiqués, et c'est cette valeur nette qui constitue le vrai coût d'acquisition. Donc la plus-value, elle va se calculer par différence entre le prix de cession, le prix de vente, et la valeur nette comptable de la machine. Vous avez acheté une machine, t'as acheté une machine 5 000 euros, tu l'as intégralement amortie, tu la revends 5 000, ta plus-value, elle est de 5 000 euros. Donc on réintègre les amortissements comme dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, comme dans le LMNP aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant. Donc on réintègre ces amortissements-là pour calculer de combien est la plus-value sur la machine. Exactement. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, alors ça, sur le montant qui est taxable, que ce soit en BNC ou à l'IS, c'est la même base d'imposition, parce que c'est une base comptable en gros. En revanche, quand on est en BNC ou à l'IS, on n'a pas le même régime fiscal qui va s'appliquer. À l'IS, c'est très simple, quand on n'a pas de régime fiscal avantageux dessus,
la plus-value, elle est imposable comme du résultat courant classique. Donc, en fait, elle est imposable à l'IS 25%. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En revanche, quand on est en BNC, c'est un peu plus technique parce qu'il faut distinguer. Alors là, on part du principe que la machine, bien évidemment, c'est un actif qui est amortissable. Parce que normalement, on a des régimes fiscaux différents selon que l'actif qui est vendu est amortissable ou non amortissable. Là, c'est amortissable. En fait, il va falloir distinguer une plus-value court terme et une plus-value long terme. La plus-value court terme, c'est uniquement déjà si la machine, elle est détenue pendant plus de 2 ans. Et elle correspond au... Enfin, c'est imposable à court terme à hauteur des amortissements qui ont été pratiqués. Ok. La plus-value à court terme, elle est imposable comme du résultat classique. Donc, il n'y a pas de régime fiscal particulier. Le régime du long terme, c'est pour dès lors qu'on on la détient depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans et au-delà des amortissements pratiqués. Là, on a un régime fiscal de plus-value professionnelle où on est imposé à 12,8% plus les prélèvements sociaux. Donc, en fait, on a un régime qui est plus intéressant que l'impôt sur le revenu classique avec le barème progressif. Ok. Ah bah là, j'apprends quelque chose. Ok. Intéressant. Du coup, pour ceux qui minent en société, alors je vais poser des questions, je connais la réponse, on me la pose souvent, mais du coup, si ma société, elle mine, moi, les bitcoins, ils sont à moi? Alors, les bitcoins sont à la société. On est d'accord. Attention, voilà. Absolument. Alors ça, c'est vraiment très important. Très important, on ne mélange jamais ses propres bitcoins avec les bitcoins de la société. Il faut un wallet dédié. Exactement. Tout simplement parce que, alors déjà, si on récupère pour soi les bitcoins de la société, alors... C'est de l'abus de biens sociaux. Exactement. On peut dire plus généralement, c'est du vol, mais effectivement, il y a des qualifications pénales, c'est de l'abus de biens social. D'un point de vue fiscal, c'est pareil, ça entraîne des conséquences. Enfin, bref, on vole de sa société. Donc non, on ne le fait pas. Même si c'est sa société, non. Toujours avoir en tête qu'une société, c'est une personne juridique distincte de son associé, de son dirigeant. Donc, on considère que c'est vraiment un tiers absolu, on va dire. Ce qui veut dire aussi, quand tu mines du Bitcoin avec ta société, en général, quand le marché du minage est haut, moyen ou voire bas, sauf quand il est très haut, on est toujours en déficit comptable. C'est-à-dire que l'amortissement des machines, qui représente 33% de l'achat des machines, plus l'électricité, fait qu'il y a toujours un déficit comptable dans cette zone-là. Ça veut dire que c'est une partie, pour une société qui paye de l'impôt sur les sociétés, c'est une partie de son impôt sur les sociétés qui lui finance ses machines, son Bitcoin. Oui, alors c'est surtout que c'est du différé en fait. Lorsqu'on va déduire dans un premier temps, c'est-à-dire que au début on va être en déficit, donc les récompenses qui vont être générées vont être acquises pour zéro, mais c'est surtout qu'en fait on a mis de l'argent dans les machines, donc en fait on va avoir du temps avant d'avoir l'impôt sur les sociétés. Et une fois que les machines auront été intégralement amorties, il restera toujours une partie du déficit, donc on va pouvoir continuer à générer du résultat sans avoir d'imposition. Donc oui, en fait, l'État vous aide un petit peu d'un point de vue trésorerie. Tôt ou tard, on paiera, mais ça permet d'accumuler plus. Exactement. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. C'est un peu comme la SCI à l'IS. On ne paye pas de l'impôt tout de suite, mais à la sortie, il sera là. Voilà. Au final, c'est surtout obtenir du différé d'imposition. Alors, le différé d'imposition, il ne faut surtout pas le sous-estimer. C'est toujours un avantage. Il y a d'ailleurs des entreprises, au-delà de chercher systématiquement à payer moins d'impôts, elles cherchent surtout à en payer le plus tard possible. Parce qu'en fait, c'est dans la logique d'investissement. Si on a des logiques structurelles de différé d'imposition, on peut se retrouver à payer de l'impôt très, très, très tard. Et donc, avoir une stratégie d'investissement et d'accumulation de patrimoine qui peut être extrêmement efficace, juste en jouant sur des différés. Une autre question qui revient souvent, c'est « Oui, mais moi, je ne vais pas payer d'impôt parce que je ne vends pas mes bitcoins. » Quel est le fait générateur d'imposition dans le minage ? Alors le minage, ce qui est compliqué, c'est que le fait générateur d'imposition des récompenses de minage, c'est le fait d'en avoir la libre disponibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les clients reçoivent leur crypto sur leur wallet. Voilà, sur leur wallet. Alors même si on va en parler dans... On va rentrer un peu de tech avec un petit peu... Tu vois où je veux revenir. Un peu dans le détail, exactement. C'est à partir du moment où, là on prend le schéma le plus simple, les clients reçoivent les cryptos sur leur wallet, quoi qu'ils décident d'en faire, le conserver, le revendre, l'échanger contre d'autres cryptos, n'importe, il va y avoir dans les produits qui vont être imposables, la valeur des bitcoins au jour où ça a été reçu. Bien sûr, cette valeur, ce n'est pas parce qu'on a une valeur en produit que c'est taxable immédiatement, parce que de l'autre côté, on a les charges, on a l'amortissement, donc ce n'est pas
forcément taxé tout de suite. Mais en tout cas, on va avoir un produit d'exploitation au moment où on reçoit le Bitcoin et le produit sera d'une valeur égale à la valeur au jour de leur réception. En fait, tu as répondu en même temps à une question qui est souvent posée, c'est nous, les bitcoins, ils sont minés par des pools de minage, qui sont des coopératives minières qui vont nous payer. Pour nos clients, à nous, c'est tout. Dans les 2 à 3 premiers jours ouvrés du mois, la pool envoie les récompenses. Mais en vrai, on a le choix de dire on pourrait les garder 2 mois, 3 mois, 6 mois sur la pool. Mais tu as répondu en fait à la question. Ça veut dire que c'est la libre disposition. C'est-à-dire que du moment que tu peux cliquer sur la pool pour récupérer tes bitcoins, tu devrais quand même déjà être imposé, c'est ça? Exactement. Donc tu peux pas dire je les laisse sur la pool pendant 2 ans et je suis pas imposé. Exactement. Alors, Ok. ça, c'est entre guillemets, c'est facile sur des pools, mais faut avoir en tête qu'en fonction de là où on mine, ça peut on peut avoir beaucoup de complexité. Je donne un exemple, alors qui n'est pas du tout sur le minage Bitcoin, mais sur un cas que j'ai rencontré parmi mes clients. C'est une personne qui minait sur BitTensor. Et il se trouve qu'en fait, quand on mine sur BitTensor, C'est un cas très spécifique. Voilà, c'est très très spécifique, donc je pense pas que ça concerne les auditeurs, mais c'est juste pour donner une idée de la difficulté. Quand on mine sur BitTensor, les récompenses arrivent sur des sub-channels qui, eux, sont très très difficiles à tracer parce qu'en fait, c'est pas dans les historiques de la blockchain BitTensor. Et on a des mécanismes qui les fait arriver sur la blockchain principale selon certaines périodicités. D'ailleurs, j'ai même pas forcément tout le détail tech sur comment ça arrive. En fait, ce qui est traçable, c'est l'arrivée sur la blockchain BitTensor, donc sur le wallet principal. Mais il peut y avoir parfois plusieurs jours entre le fait d'avoir miné et le fait que ça arrive. Dans ces cas-là, sur le principe, c'est quand ça arrive sur le subchannel, sauf que comme c'est pas traçable, c'est plutôt sur le wallet, quoi. Exactement. Il faudrait avoir des infrastructures pour aller vérifier tout ça, mais l'administration aujourd'hui n'y est pas du tout. Donc nous, pour aujourd'hui, c'est quand la pool... Enfin, nous, on ne stocke pas sur la pool. On est déjà un peu anti-stocké sur les exchanges, alors des pools de minage encore moins. Donc le fait générateur d'imposition est le moment où tu as reçu le Bitcoin sur ton portefeuille, que tu l'aies vendu ou pas, que tu sois en BNC ou en SCI à l'IS. Exactement. On est d'accord. Admettons que ton Bitcoin fasse x2 entre le moment où tu l'as eu et le 31 décembre. Tant que tu ne réalises pas la plus-value, il n'y a pas d'impôt. Non, alors il y a un grand principe là-dessus, que ce soit IS ou BNC, en fait, on ne va pas imposer les plus-values latentes. Je donne un exemple pour l'impôt sur les sociétés, parce qu'on est vraiment sur une logique purement comptable. Lorsque tu acquiers ton Bitcoin pour une valeur donnée, tu dois l'inscrire en comptabilité pour cette valeur-là. Tant que tu ne fais aucun mouvement dessus, quand je dis aucun mouvement, tu peux faire des mouvements de compte à compte internes. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de mouvement externe d'échange contre une autre crypto, de cash out, euro et autres, ce Bitcoin va rester inscrit en comptabilité pour sa valeur historique. Lorsque tu vas clôturer ton bilan, il y a des opérations un peu spécifiques à faire, notamment réévaluer et neutraliser cette réévaluation. Mais ça va permettre de ne pas imposer la plus-value latente sur ton Bitcoin. Ça, c'est sûr et certain. Ok, super intéressant. Je dis c'est sûr et certain, on n'a pas de position officielle de l'administration ni rien, c'est juste qu'on se réfère au principe comptable, hein, je précise quand même. Donc, si elle les garde au 31 décembre, il n'y a rien qui se passe. Et une autre question qu'on me pose souvent, c'est « Oui, mais Florent, si le Bitcoin que j'ai dans mon entreprise descend à 40 000 ou à 45 000, est-ce que ça ne serait pas le moment idéal pour vendre mes bitcoins, on doit te la poser tous les jours, de vendre mes bitcoins maintenant pour déclencher une moins-value et racheter, alors peut-être pas dans la seconde, mais racheter un peu plus tard, peut-être le lendemain ou 2 heures après, en disant, ah là là, ça remonte, je reviens dedans, mais j'ai acté une moins-value qui vient me baisser drastiquement encore mon impôt sur les sociétés. Alors, c'est tout à fait des sujets que l'on me pose, des questions qu'on me pose régulièrement et qui sont des stratégies qui sont adoptées par certains de mes clients. On appelle ça en fait des stratégies de cristallisation. Tout simplement, en fait, on a des plus-values ou des moins-values et on cristallise la moins-value. Sous réserve de je vends et je rachète dans l'instant de raison qui suit, où là, clairement, on peut avoir un sujet de fictivité de l'opération d'achat-revente. Ouais. Là, en fait, l'administration pourrait dire non, en fait, vous avez vendu uniquement dans le but voilà. de matérialiser la moins-value. Exactement. Ouais, okay. Donc là, on peut avoir un sujet de fictivité de l'opération. À partir du moment où on met un petit peu de temporalité,
Alors, la temporalité, après, On peut mettre un ordre. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Bitcoin tombe à 60 000. J'ai peur que ça descende plus bas. Je mets un ordre de vente. Et je mets immédiatement un ordre de rachat à 63 parce que pour moi, ça montre que le marché repart dans l'autre sens. Et je veux revenir dedans. Là, on est bon. Tout à fait. Ok. Parce que c'est quelque chose qui est fait généralement par les mineurs de Bitcoin. C'est pour ça que je te pose la question. On ne donnera pas les noms de toute façon. En plus, c'est bon. C'est un nom. La cristallisation. Je n'avais pas ce nom. Nous, on appelait ça une optimisation. Mais du coup, j'entends bien. L'important quand on va faire ça, c'est qu'il y ait une logique économique derrière. À Voilà. partir du moment où il y a une logique Non, il y a économique, une logique, oui. je ne veux pas que ça descende plus bas. Et donc, je veux me laisser la possibilité de couper les pertes et éventuellement, une fois que j'ai coupé ces pertes-là, si ça continue à descendre plus bas, je peux toujours me repositionner parce qu'au final, j'ai fait une perte lorsque je suis repassé en stablecoin ou en euros. Mais le fait de réinvestir encore plus bas me permettra de regagner de l'argent derrière parce que j'aurai plus de Bitcoin que ce que j'avais initialement. Ok. Et de l'autre côté... C'est le cas pour les BNC aussi ou pas, ce que je viens de dire? Pour les BNC, oui, ça va fonctionner aussi sur le... Sur le résultat des BNC? Ouais. Ok. Bon, on va rester dans les entreprises, sinon on va perdre tout le monde. Donc pour le moment, on est toujours dans les entreprises. D'après toi, alors je sais qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de D, la réponse D, il y a une seule réponse, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes et de cas. Mais faut-il miner dans une société existante qui paye déjà de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire rajouter, et d'ailleurs on va approfondir ce sujet parce que c'est un sujet où il y a souvent des questions, c'est est-ce qu'il faut que je modifie mon objet social, est-ce que j'ai le droit de miner avec ma société qui fait, je sais pas, dire une bêtise, t'es avocat. Non, avocat c'est encore différent parce que c'est de la profession libérale. Bon, je sais pas, j'ai une société de garage automobile qui a de l'impôt sur les sociétés parce que j'ai du bénéfice. Est-ce qu'il vaut mieux miner avec celle-là? Est-ce qu'il vaut mieux miner avec une société dédiée pour faire du mining? Est-ce qu'il vaut mieux le faire avec ma holding alors que ta holding n'a pas trop d'impôt sur les sociétés? Ou alors si, ça fait beaucoup de si, hein, je vais te donner la note s'il faut, accroche-toi, est-ce que je le fais avec une holding uniquement si elle est intégrée fiscalement avec tout? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, miner avec la société d'exploitation qu'on détient, pourquoi pas? C'est juste qu'on le recommande jamais en tant que professionnel. La raison, elle est très simple. C'est pas une question fiscale. En réalité, miner avec la société d'exploitation, c'est ce qu'il y a de plus adapté fiscalement. Parce que font la majorité des gens, d'ailleurs. Voilà, en fait, tout reste consolidé au même endroit. Il n'y a pas de coût de comptabilité, de création d'entreprise additionnelle. Donc, c'est ce qui va être le plus optimisé d'un point de vue financier. En revanche, miner, donc avoir des machines de minage avec sa société opérationnelle, ça veut dire que les créanciers de la société opérationnelle, s'il y a un problème sur l'activité, ils peuvent venir saisir les machines de minage. Évidemment. Et souvent, c'est pour ça qu'on recommande de fragmenter des risques. Les investissements. Ça veut dire, en fait, les risques opérationnels ne pèsent que sur le résultat opérationnel et non pas sur les actifs d'investissement. Voilà. Okay. Donc c'est mieux de séparer, effectivement. Et est-ce qu'il faut changer les statuts ou pas? Je te donne le cas, je sais pas, quelqu'un qui a une société de lavage, par exemple. C'est le dernier cas qui me revient en tête, de lavage industriel. Si, je sais pas, il fait 100 000 de CA par mois, et à partir de combien de chiffre d'affaires du mining, soit il n'a pas le droit, soit il doit changer les statuts? Alors, changer les statuts, il sera rarement dans l'obligation de le faire. Même si ça devient son activité principale? Ouais, c'est juste que, en fait, s'il fait du minage et que ce n'est pas dans l'objet social, que ce soit l'activité principale ou l'activité secondaire, il y a un risque juridique, c'est que le dirigeant qui agit hors de l'objet social peut voir sa responsabilité personnelle mise en cause, faute de gestion, et aussi, voilà, il peut avoir sa responsabilité personnelle d'engager, parce que il est il a les pouvoirs pour engager la société avec les pouvoirs les plus étendus, mais en fait, si vis-à-vis, par exemple, de ses autres associés ou vis-à-vis de ses créanciers, s'il agit hors de l'objet social, il commet une faute. Donc c'est seulement, bien évidemment, on ne va pas lui reprocher une faute en tant que telle, il faut qu'il y ait une raison de lui reprocher cette faute, mais si ces investissements ont conduit à appauvrir la société qui ne peut plus payer ses créanciés, là on peut évidemment... C'est pas le but, mais ça peut arriver, on est dans la crypto. Voilà, exactement, sachant que s'il y a des sujets, par exemple, de procédure collective, aujourd'hui, c'est donc une entreprise qui est en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation. Les juges connaissent encore mal la crypto.
Autant dire que c'est pas forcément une activité qui va se rattacher aux activités normales, accessoires d'une autre activité. Donc on va, à mon avis, je suis pas spécialisé sur le sujet, mais à mon avis, on va quand même facilement avoir tendance à dire que, alors que c'est pas explicitement dans l'objet social, et ben en fait c'est pas du tout dans l'objet social. Okay. Donc il y a des risques. Donc c'est mieux d'un point de vue responsabilité du dirigeant d'adapter l'objet social. Alors évidemment, de changer, quoi. Vu ce qui se passe en moment dans la crypto avec les sujets de en général, on met activité informatique, personne à mining de Bitcoin dans les statuts, parce qu'avant les agressions, tu as l'agression des banques qui te ferment ton compte. Voilà, exactement. C'était bien avant les kidnappings. Exactement. Nous, ça fait des années au cabinet qu'on a ces pratiques-là de dire on fait de la crypto sans dire qu'on fait de la crypto. Alors, à la base, c'était pas forcément pour des enjeux privacy, même si on l'avait toujours en tête, parce qu'on est toujours mieux de ne pas dévoiler ce qu'on fait directement, mais les banques, en fait, avaient un peu de mal dès qu'il y avait marqué actifs numériques, cryptoactifs, NFT, etc. Donc, on mettait des appellations techniques qui permettaient d'englober ça, sans le dire pour autant. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai, il faut absolument pas mettre cryptoactifs, actifs numériques, NFT, minage, staking ou quoi que ce soit dans les statuts de société. Voilà, exactement. Si vous tenez à vos doigts, c'est... Bon, non, et puis d'une manière générale, en fait, pour ses proches et autres, non, faut vraiment pas plaisanter avec ces sujets-là. On est extrêmement prudent sur tout ce qui est information publique en matière de crypto. Donc, soit un changement de statut, soit un statut assez large qui dit les activités informatiques ou toute activité pouvant développer le chiffre d'affaires. Enfin, en général, les gens dans les statuts, ils ont des statuts quand même assez larges. Exactement. Donc ça, c'est sur l'objet social purement juridique. En revanche, indépendamment, et là j'insiste, c'est vraiment totalement indépendamment du changement d'objet social juridique, d'un point de vue fiscal, il y aura toujours des risques si la société se met à miner en masse, on va dire, du Bitcoin. Il y a un risque qu'on constate un changement d'objet social, ce qu'on appelle un changement d'activité. Le problème d'un changement d'activité, c'est que, par principe, un changement d'activité, ça équivaut à une cessation d'activité. Ça veut dire que ça peut entraîner imposition immédiate des résultats générés depuis le début de l'année, reprise des provisions qui ont été constatées sur des exercices antérieurs, et aussi imposition de toutes les plus-values latentes. Il y a des régimes, ce qu'on appelle des régimes d'atténuation conditionnelle, qui vont permettre de limiter ça, mais le principe d'un changement d'activité, c'est qu'on considère que comme c'est plus la même activité, l'ancienne activité s'est arrêtée et on est passé sur une nouvelle activité. Ça, c'est si la nouvelle activité, donc le minage, devient prépondérante. L'activité principale. Exactement. Par exemple, tu donnais du consulting avant pour, 5 000 € facturés par mois, et d'un coup, tu fais du minage à 40 000 par mois et tu fais plus trop de consulting. Exactement. Bon, on considère qu'il n'y a plus d'activité de consulting. Donc, il valait mieux fermer la boîte et refaire une nouvelle, en fait. Exactement. Pas forcément la fermer, mais en tout cas, il faut anticiper les conséquences d'une fermeture. Donc, il faut faire attention avec les investissements. S'il s'agit d'investir d'un coup, on a réalisé sur l'activité opérationnelle, on a une trésorerie importante. Ça fait 25 ans qu'on consolide la trésorerie en vue de n'importe. Mais on décide d'un coup d'investir 500 000 € dans des machines de minage alors que l'activité fait 50 000 € de résultats nets chaque année. Bon, il peut y avoir des gros risques de changement d'activité. Donc, dans ces cas-là, c'est toujours bien de voir un professionnel ou en tout cas de se poser la question. De se poser au moins la question. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on t'envoie souvent des clients qui sont dans des cas, je viens de faire un exit, je suis en 150 OBTR, enfin des trucs. Quand il y a des cas spécifiques, allez voir des professionnels. Exactement. Ça va vous sauver. Un bon professionnel vous fait gagner de l'argent, il ne vous fait pas perdre. Ok, donc là, on a parlé des gens qui ont déjà une entreprise, mais du coup, si tu as ta société là, de l'IS et que ta holding, tu n'es pas en intégration fiscale avec ta holding, si tu mines avec ta holding, tu perds un des avantages du minage. Ouais, tu perds pas mal d'avantages parce qu'en fait, les produits, généralement, enfin le chiffre qui va remonter de la société opérationnelle, ça va être sous forme de dividendes. C'est du Murphy. Voilà, le dividende dans le régime Murphy, en fait, il est exonéré, sauf on réintègre ce qu'on appelle une quote-part pour frais et charges. C'est de 12%, la quote-part pour frais et charges. Mais en tout cas, avec l'IS, ça fait 3% d'IS. Mais en tout cas, ça fait que vous avez en résultat imposable 12% de ce qui remonte. Donc, vous n'avez pas grand-chose à effacer en fait en résultat. Donc, c'est pour ça que c'est moins intéressant, on va dire, de faire du minage et d'être en déficit sur holding. Une holding qui a pas beaucoup de produits à effacer.
Ok. Par contre, sur une holding qui est en intégration fiscale, c'est-à-dire qu'elle détient 95% de défis, si je dis pas de bêtises, Exactement. qu'on le fasse dans la société A, B, C ou la holding, ça change Ça pas ch- grand-chose, vu que c'est considéré comme presque, je sais pas les termes, hein, une société complète. Exactement. L'intégration fiscale, l'avantage, c'est qu'en fait, on calcule pas un IS par société et on fait remonter les dividendes. C'est qu'on calcule l'impôt sur les sociétés sur le groupe d'une manière générale. Donc, il y a plein de retraitements à faire, mais en gros, ce qu'il faut retenir comme idée, c'est qu'on agrège tous les produits, toutes les charges, tous les amortissements du groupe et on calcule un impôt sur les sociétés global au niveau du groupe. Donc, quand il y a une intégration fiscale, oui, ça vaut le coup de fragmenter, de mettre en holding, parce que de toute façon, le minage soit en holding ou ailleurs, ça va permettre de compenser les résultats de la société opérationnelle. Ok. Alors, je te donne un cas aussi que j'ai vu chez un de nos clients. Donc, dans ce genre de holding, il a vendu son bâtiment en SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc, réintégration des amortissements. Il a eu une plus-value de dingue. Et il l'a fait, je ne sais plus si c'était avec la holding directement ou avec une société de minage dédiée. Il faudrait que je regarde. Il a acheté des machines de minage. Et en fait, comme il a amorti en année 1 un tiers des machines et l'électricité, ça a imputé, d'après son avocat fiscaliste, une grosse partie de son bénéfice imposable qu'il y a eu de cette vente de la SCI. Est-ce que ça, c'est des montages qui sont possibles et légaux? Oui, alors ça c'est possible, sous réserve de ce que je disais tout à l'heure sur le changement d'activité, c'est que normalement les déficits d'une nouvelle activité vont pas pouvoir compenser les bénéfices d'une ancienne activité. Donc en fait, s'il y a Même si c'est sous la holding? Ok. Ouais, parce qu'en fait, le changement d'activité entraîne pas mal de sujets, notamment alors s'il y avait des déficits antérieurs, ça entraîne des pertes de déficits. Enfin, il y a plein de sujets sur le changement Il faut faire le d'activité. minage avant de vendre. Voilà. J'ai pris le raccourci. Ok, il faut faire le minage avant de vendre ces bâtiments, les gars. Exactement, c'est un peu ça l'idée. Mais en tout cas, effectivement, tant qu'il n'y a pas de sujet spécifique de changement d'activité, le fait d'avoir la vente de ces actifs immobiliers et de racheter des machines avec, en fait, le montant qui va être amortissable en année 1 va permettre de compenser la vente de l'année 1 immobilier. Et j'ai même envie de dire, sauf cas toujours de changement d'activité, en année 2, normalement, s'il y a encore du déficit, on peut faire ce qu'on appelle une opération de carry-back. C'est-à-dire qu'il y avait sur l'année 1, il y avait 100 000 de plus-value et 50 000 d'amortissement. Donc vous avez toujours 50 000 qui sont imposables à l'IS. Vous payez de l'impôt sur les sociétés. En année 2, vous avez encore 50 000 d'amortissement. Et vous amortissement, mais il n'y a plus de chiffre en face. Voilà. Est-ce que l'État te redonne l'IS que tu as payé? Alors, c'est une créance contre l'État qui est utilisable soit pour payer d'autres impôts, soit à terme, si on n'a pas d'impôt à payer, qui peut être remboursé par l'État. C'est incroyable. Voilà. Donc, alors ça, c'est limité à 1 an, le carry-back. 1 an en arrière. Les déficits sont reportables indéfiniment sur l'avenir, mais 1 an en arrière. Et donc, ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle un carry-back. Et du coup, est-ce que... j'essaye de faire le pirate, hein. On sait qu'il y a un halving dans 2 ans. On ne pourrait pas amortir les machines en 2 ans en se disant oui, mais au halving, elles sont censées plus être rentables. Alors ça, c'est un sujet, la durée d'amortissement. Alors qu'en vrai, avec la difficulté de minage et tout, on serait encore bon, mais... L'amortissement, la durée d'amortissement, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on recommande plutôt 3 ans pour les machines de minage, parce qu'en fait, c'est ce qui relève des usages en matière comptable. Donc, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de prouver qu'une machine a une durée d'utilisation plus longue ou moins longue. On sait en pratique qu'elle est plus longue, parce qu'une machine, en fait, tant qu'elle est opérationnelle, elle peut toujours générer un petit peu. Pas beaucoup, mais pas être très rentable, mais elle peut toujours générer un petit peu. On n'a pas besoin de prouver qu'en fait, ce sera... l'administration ne va pas pouvoir dire « Non, mais en réalité, votre machine, elle est utilisée sur 5 ans et pas sur 3 ». On peut se prévaloir des 3 ans pour dire « J'amortis sur 3 ». En revanche, si on veut amortir sur des durées plus courtes, c'est toujours possible, mais il faut pouvoir démontrer que... Pourquoi ? Voilà, pourquoi ça doit s'amortir sur 2 ans. On rentre dans des explications, quoi. Voilà. Faut mieux éviter. Exactement. C'est toujours un peu plus... Sauf si vraiment on est sur un altcoin qui... je sais pas, un altcoin qui a disparu, on dit de toute façon la machine est morte parce que ce coin n'existe plus, quoi. Mais sur le Bitcoin, a priori, ça ne devrait pas être le cas, quoi. Exactement. J'en profite pour faire une petite
Une petite aparté, mais en fait, c'est une question, juste une clarification. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, oui, mais les machines, elles s'usent très vite. Pourquoi je ne peux pas les amortir sur un an? C'est pas un amortissement sur un an, ça s'appelle une charge. Une charge, ouais. Et on part du principe, Et ça vient que la toucher les machine... bidas en plus. Ouais, exactement. Enfin, pour ceux qui souhaitent faire des ventes d'entreprise plus tard et tous les types d'as, c'est quand même important. C'est quand même important, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est juste que si c'est une durée d'utilisation qui est prévue sur moins d'un an, la machine va pas se mettre en immobilisation amortissable. Elle va se mettre, ça va être une charge en fait, la machine. Et ça, en général, ça va pas trop être possible sur des machines de minage. Je préfère prévenir. Ouais, une dernière question sur les entreprises et après on passera sur les BNC parce que je vois le temps qui file, mais c'est un sujet qui est tellement vaste. J'ai souvent des clients qui me disent, moi je te paye l'électricité 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'avance, comme ça me met de la charge immédiate. Nous, dans tous les cas, ça va être du PCA pour nous. C'est du produit constaté d'avance. Et eux, ça va être de la charge constatée d'avance. On est d'accord. Sinon, c'est trop facile. Exactement. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses sur les sociétés avant qu'on te passe à un truc qui était censé être plus long, qui était les BNC, quasiment. On va essayer d'y aller rapide quand même. Je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Non, un élément qu'il faut quand même avoir en tête sur les sociétés qu'on a parfois tendance à oublier, c'est plus au niveau du minage en lui-même, c'est plus au niveau de la revente des récompenses des minages. Voilà, c'est que on est à l'IS, on ne bénéficie pas du régime de plus-value des particuliers, donc on ne bénéficie pas des régimes de sursis crypto-crypto. Tu as miné du Bitcoin. Ton Bitcoin est en plus-value de 50%, tu décides de l'échanger contre du stablecoin, contre l'Ether, contre n'importe, tu déclenches systématiquement. Autant ce qu'on disait tout à l'heure sur la cristallisation des moins-values, c'est valable quand on fait du crypto-euro et autres, mais la cristallisation... crypto achat de machine. Exactement, ou crypto achat de machine. Exactement. À partir du moment où en société, tu vas mobiliser tes cryptos pour acheter autre chose, comptablement, tu vas avoir un mouvement et donc une cristallisation de ton gain. Sauf si tu fais du lombard. Sauf si Je devrais mettre le drapeau de Luffy. Exactement. Sauf si on fait du crédit lombard sur les cryptos. Ça suppose le crédit lombard, donc pour ce rappel, pour ceux qui nous écoutent, ça suppose qu'on ne se sépare pas de la propriété de ces bitcoins, mais qu'on les mette en garantie d'un prêt pour pouvoir obtenir des liquidités euros. Dans ces cas-là, comme on ne perd pas la propriété de ces bitcoins, on ne va pas avoir d'imposition sur la plus-value latente sur les bitcoins. Et ça, c'est sacrément avantageux. Ouais, carrément. Bon, on va partir tourne la barre, parce qu'on a, ça doit être 70% de nos clients qui sont en société. Il y a des gens qui sont en personne physique qui vont faire le BNC, et il y a des gens qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, moi je vais miner avec la boîte, mais je vais me verser des revenus avec du BNC aussi de l'autre côté. Ok. Je vais te dire pourquoi. D'abord, on va commencer sur le BNC et si on a le temps, Non, on va le faire. On va le faire. Donc, le BNC, si je comprends bien, déjà, est-ce qu'il y a besoin, quand tu fais du mining, je sais pas, pour 20 000 ou 30 000 euros de machine de minage, est-ce qu'il y a besoin de créer une entreprise quand tu es au BNC, bénéfices non commerciaux, pour quelqu'un qui n'a pas encore de boîte? Alors, légalement parlant, on s'amuse non. maintenant. Légalement parlant, il y a, surtout en fait, ça va être du BNC qui ne va pas être professionnel dans ces cas-là. Légalement parlant, non. On n'a pas besoin de créer une entreprise, une micro-entreprise, une autre entreprise, ce que vous voulez. Il suffit juste de déclarer correctement ces gains de minage. On va y revenir. Il y a plusieurs modalités pour déclarer. C'est juste que au moment de la déclaration, selon la manière dont tu vas vouloir déclarer, l'administration peut se révéler en pratique un peu contraignante pour faire sa déclaration. Je vais donner le cas qui est très simple. Tu fais du minage, tu décides d'être en régime micro-BNC, ce sera quasiment jamais avantageux. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Pour donner un rappel, tu me coupes si je me trompe, tu as le droit à 34% d'abattement et c'est tout. Alors qu'en fait, l'amortissement des machines, c'est déjà 33%. Exactement. Personne ne fait ça. Voilà, donc en fait, en micro-BNC, on n'amortit pas, on ne déduit aucune charge ni rien. On considère que l'intégralité des charges d'exploitation correspond à 34% de son chiffre d'affaires. Donc c'est pas intéressant quand on fait du minage proof of work. Mais bon, d'un point de vue déclaratif, comme quand on est en micro-BNC, il suffit juste de remplir une case sur sa déclaration c'est quoi, générale. 2042 C'est la déclaration 2042, tout à fait. Il suffit de remplir une case, en fait, en disant c'est du micro-BNC. On ne demande rien de particulier, on peut ne pas remplir de numéro ciré ni rien. En revanche, quand on est en BNC réel, il faut remplir une déclaration spécifique, la déclaration 2035,
Et ça, par principe, il faut la télédéclarer sur son espace professionnel impôts.gouv. Sauf que si on n'a pas de siret, on n'a pas d'espace professionnel impôts.gouv. Donc on ne peut pas envoyer la 2035 en télédéclaration. Il faut le faire en papier. La solution dans ces cas-là, c'est d'envoyer en papier. Et comme l'administration bug dans ces cas-là, c'est mieux de mettre un petit courrier pour dire « Je suis en BNC non professionnel, je n'ai pas d'obligation de créer une entreprise parce que c'est juste une activité qui, par nature, est du BNC. » Qui est un peu fourre-tout, hein. Exactement, c'est une activité fourre-tout, le BNC. Hein. Donc, ça concerne... alors, juste pour... quand on voit, en fait, la doctrine administrative sur le minage, donc on voit que sur les activités imposables BNC, le minage, c'est le dernier d'une liste longue comme le bras. L'activité précédente, je crois que de mémoire, c'est la chasse au ragondin, un truc comme ça. Donc c'est vraiment fort tout le BNC. Hein. C'est les revenus issus de chasse. T'es en train de dire que les avocats, ils vous ont mis dans un truc fourre-tout ? Alors, les professions libérales, c'est du BNC, non ? C'est du BNC, mais on n'est pas dans la catégorie balai. Nous, on est dans l'article 92 du Code général des impôts. Ragondin. donc l'article qui gère les BNC, on a des BNC qui sont expressément listés, les notaires, les avocats et d'autres. Infirmiers libérales. Voilà, les achats-reventes de cryptoactifs réalisés dans des conditions analogues à ceux des professionnels. Les boursicoteurs un peu professionnels aussi, tout ça, c'est des activités qui sont listées dans l'article 92. Et puis, tout à la fin, on a une catégorie balai qui dit, en fait, tous les autres revenus d'entreprise qui ne se rattachent pas à une autre catégorie d'imposition. OK. Dont la chasse au ragondin et le minage. Du coup, il y a il y a deux types de BNC, le micro-BNC et le BNC au réel. Et ensuite, si on avance un step plus loin, il y a le BNC au réel professionnel et le BNC au réel non professionnel. Exactement. Alors, le micro-BNC, ça peut aussi être professionnel ou non professionnel. Donc c'est deux sous-branches derrière. Exactement. Il faut s'accrocher. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Bravo à ceux qui sont là. Exactement. En fait, micro-BNC et BNC réel, c'est juste comment on va déterminer le résultat. Qu'est-ce qu'on va prendre comme charge pour savoir quel est le bénéfice taxable. Professionnel, non professionnel, c'est des critères qui sont un peu différents et ça va permettre de savoir, d'une part, si on a les prélèvements sociaux qui s'appliquent, donc qui sont de 18,4% depuis le 1er janvier. C'est les fameux 1,2%. Comme une entreprise individuelle Non. Pas exactement. Pour les plus-values, c'est CSG, CRDS, etc. Donc ça, c'est quand on est en non professionnel, on a ces cotisations, ces prélèvements sociaux un peu généraux. Et quand on est en professionnel, on a les cotisations sociales des indépendants, donc toutes les cotisations, notamment retraite et choses comme ça. Donc voilà, quand on est indépendant, on paye des cotisations qui incluent la CSG, CRDS, mais en fait, on ne les paye pas pour rien. Les prélèvements sociaux de 18,4, c'est quelque chose qui nous apporte strictement rien. On n'acquiert aucun droit grâce à ça. OK. Donc, le minage BNC au réel, on oublie le micro, ça sert à rien. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre est-ce que je suis au professionnel ou non professionnel ? Parce que donc, en non professionnel, tu me coupes si je me trompe, on amortit les machines, on passe en charge l'électricité. Si j'ai envie d'aller au surfing Bitcoin de Biarritz pour apprendre un peu plus sur le minage, ça devrait le faire. Tout à fait. Voilà, merci. Et plus si affinité. Donc quand même tranquille. Toujours des charges qui sont en lien avec l'activité. Ça, on est d'accord, bien sûr. On le sait tous. Et si vous faites autrement, cela ne nous regarde pas. C'est bien, t'as la ref. Je me sens vieux dans la boîte quand je fais ça auprès des jeunes. Ils me disent, oui, dis ça. Je suis vieux aussi, t'en fais pas. Et qu'est-ce qui va faire la différence du coup ? Donc, pour celui qui fait ça, il va réceptionner des bitcoins sur son wallet, mais en fait, il ne va pas être imposé sur ces bitcoins. S'il est en déficit comptable avec les BNC, c'est ça ? Exactement. Mais est-ce que, admettons que tu as un bénéfice ou un déficit plutôt de ton régime BNC de moins 20 000 et que ton bitcoin t'a fait une plus-value de 20 000, c'est-à-dire que tu as reçu un coût d'acquisition, je vais l'écrire parce que ça va être compliqué, tu as reçu du bitcoin à une valeur de 100 000 et quand tu as réceptionné ce bitcoin à une valeur de 100 000, avec l'amortissement et les charges, tu es à moins 20 000. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quand tu vends ton bitcoin à 120 000, plutôt que d'avoir une plus-value de 0 à 20, tu viens avec ton déficit comptable du BNC annuler ta plus-value sur le bitcoin ? Globalement, ça va être ça. En gros, vu que le bitcoin, c'est pas un actif qui est immobilisable, ça va être de la trésorerie. Quand on va le vendre... En BNC, hein. En BNC. Quand on va le vendre
à Il est supposer que ça lié à continue, l'activité. voilà, on va supposer qu'il continue à être lié à l'activité. En fait, en BNC, le résultat, il se calcule de manière un peu spécifique. C'est qu'on regarde d'un côté ce qu'on appelle les encaissements et on déduit les décaissements et les amortissements. Là, quand on va vendre le Bitcoin, on va avoir un encaissement qui va être de 120 000. On va pouvoir déduire les décaissements et les amortissements de l'année et les déficits des années antérieures. Donc en fait, il va y avoir une compensation, on va vraiment être imposé seulement quand économiquement, on sera en bénéfice, et même pas sur l'actif en particulier, si on raisonne au niveau de l'activité d'une manière générale. Non, en fait, on peut très bien vendre son Bitcoin avec des gains, et pour autant, toujours être à perte, fiscalement parlant. Par contre, on ne peut pas faire du déficit minier comme du déficit foncier qui va s'imputer sur les revenus globaux. Non, alors, Oui, là-dessus, non voilà, ça dépend si c'est en professionnel ou non professionnel. Ah, en non professionnel d'abord. En non professionnel, les déficits ne sont imputables que sur les revenus De de la même même catégorie. nature réalisés pendant les 6 années qui suivent. Ok, donc c'est reportable sur 6 ans, le déficit. Exactement. Mais ce qu'on appelle la tunnelisation quand on est en non professionnel, c'est-à-dire qu'on regarde uniquement les déficits sur les bénéfices sur une même activité ou sur une activité connexe. Et du coup, quelqu'un qui est en profession libérale, qui a déjà des revenus BNC, est-ce que ça veut dire que si tu fais du déficit avec le minage comptablement, tu viens baisser tes revenus du BNC? Ce serait bien. Ce serait bien, mais non, parce que même si c'est du BNC, c'est pas d'une activité qui a la même nature. Ok. Voilà, on raisonne en termes d'activité. Est-ce que c'est des activités qui sont Sauf connexes ou pas? Si tu es au BNC réel. Si t'es en Professionnel. Voilà. Ok, bah là on peut y basculer Voilà. du coup. Professionnel, c'est un peu différent, alors que ça Ah. concerne soit le minage, soit n'importe quelle activité qui est en BNC professionnel. Les déficits d'un BNC professionnel sont imputables sur des BNC de même nature, mais sont surtout imputables sur les revenus globaux. Ça veut dire qu'en fait, si on fait un déficit professionnel, on peut gommer... Son impôt sur le revenu? Exactement, on peut gommer de l'impôt sur le revenu. Ok. Par contre, si tu fais du bénéfice, parce que si le marché il monte très fort, tu feras du bénéfice. Là, est-ce que ça impose une vraie comptabilité? Parce qu'avant, on est d'accord, c'est la feuille 2035 et ça demande une comptabilité Excel, entre guillemets. Est-ce que là, il faut faire un grand livre, il faut déposer quand on est au BNC au réel professionnel? On va y Non. arriver. Non plus. Non plus. Non, parce qu'on n'a pas en fait, que ce soit Par du contre, BNC l'URSSAF. professionnel ou non professionnel, on a les mêmes obligations en matière comptable, en matière de suivi des opérations et autres. Donc, en fait, c'est plutôt light. C'est la tenue d'un livre des opérations journalières, etc., la tenue d'un tableau des amortissements. Mais c'est pas une comptabilité au sens strict. Le seul cas, mais c'est rare, où on peut avoir l'obligation de tenir une vraie comptabilité quand on fait du minage à titre perso, c'est le cas où l'activité de minage ne va plus être imposée en BNC, mais en BIC. Il y a un cas, alors c'est pas par choix, En vrai, ça devrait même être du BIC. Hein. Normalement, ça devrait être du BIC. Mais en fait, le minage, en fait, c'est une activité qui est par Bénéfices nature industriels et commerciaux. voilà, le minage, c'est par nature du BNC. Mais en fait, toutes les activités, qu'elles soient agricoles, non commerciales ou autres, peuvent devenir des activités industrielles et commerciales. Alors là, c'est pas sur le critère commercial, ça c'est le critère industriel qu'on joue. Est-ce qu'il y a une quantité? Est-ce que tu possèdes le data center? Voilà, à partir du moment en fait où l'activité est réalisée dans des conditions industrielles, ça bascule automatiquement sur du BIC et avec toutes les obligations comptables que ça implique. Alors là, honnêtement, si vous en êtes à vous demander est-ce que je suis en BIC, il va me faire une boîte. En mineur, à titre professionnel, en tant que particulier, sauf si tu es un particulier et que tu as un entrepôt avec 2000 machines dedans, ce qui est assez rare, on va dire. Honnêtement, il n'y a pas trop à se poser la question. Ouais, on est d'accord. En tout cas, on se pose la question bien avant. Du coup, la question, elle se posera avant, c'est à partir de quand je passe d'un BNC non professionnel à un BNC professionnel? Est-ce que c'est lié à la personne et à ses revenus d'activité? C'est lié à quoi? Officiellement, alors sur la crypto et sur le minage, honnêtement, ça va être un peu compliqué de répondre parce que l'administration ne s'est pas prononcée. Normalement, les critères de professionnalisation de n'importe quelle activité, c'est le fait de participer de manière
direct, personnel et continu à l'activité. Ce qui est absolument pas le cas. Ce qui est généralement le cas en matière de minage. Mais en réalité, alors ça c'est sur Si vous voulez d'autres venir avec nous dans les fermes, vous pouvez, mais Voilà. il fait froid, parfois il fait chaud. Voilà, à partir Il y a du du moment, bruit. à partir du moment où on fait hoster ces machines de minage par Blob, par exemple, non, il n'y aura pas de problème de participation directe, personnelle et continue. Parce que ce sera ni personnel, ni direct, ni continu. Donc ce sera non professionnel. Et est-ce qu'on peut décider nous-mêmes de passer au professionnel si ça nous arrange fiscalement, de dire en fait je veux pas être au BNC non pro, je veux être au BNC pro? Non. Non. L'administration est en droit. Alors, c'est souvent quelque chose qu'on n'envisage pas trop, mais l'administration, elle est en droit de toujours requalifier quand ça enfin, pas quand ça a l'avantage, bien sûr. Elle va tenter de requalifier quand ça a l'avantage, mais quand on n'est pas dans les bonnes catégories, elle peut toujours requalifier. Là, c'est pas lié au minage, mais par exemple, on a eu une décision du tribunal administratif de Lille début février sur un cas de revente de cryptoactifs par un particulier, où la personne disait j'ai vendu de grandes quantités de crypto en 2017, je me mets en micro BIC, parce que je considère qu'avec le chiffre d'affaires, je suis en BIC. C'était le BIC qui s'appliquait à l'époque. L'administration est venue dire non, vous n'êtes pas en BIC parce que vous avez fait 3 opérations en 3 ans, en gros. Donc, quel que soit le montant, on reste sur le régime de plus-value. Donc, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'abattement. C'était l'abattement micro BIC qui était en jeu, bien évidemment. Vous n'allez pas bénéficier de l'abattement, vous êtes en régime de plus-value sur cryptoactifs. Donc l'administration, on parle souvent de la requalification en disant en fait je suis pas un particulier, l'administration a considéré que je suis un Non, vous professionnel. étiez un particulier. Exactement. Ok, intéressant. Quand on essaie de jouer avec ça en disant en fait je suis un professionnel et que l'administration dit non, c'est plus intéressant pour nous que vous soyez un particulier, elle peut requalifier en particulier. Ok, mais par contre, si tu es en profession libérale et que tu as déjà du BNC, comme tu peux pas, est-ce que tu peux accumuler les deux BNC? Non, ça va forcément se mettre au BNC Pro. Si tu as déjà un BNC Pro d'ouvert pour quelqu'un qui fait du LMNP ou quelqu'un qui est en profession libérale, est-ce que tu peux avoir du BNC non pro et du BNC pro? Alors là, on y arrive. C'est compliqué, c'est encore pour des raisons purement pratiques. C'est qu'en fait, pour avoir deux BNC, un BNC pro, un BNC non pro, il faut avoir deux entreprises individuelles. Ce qui sur est le principe, impossible. Sur le principe, ça devrait être possible, mais les centres des impôts et autres ne permettent pas aujourd'hui l'ouverture de deux entreprises individuelles. En fait, il y a une entreprise individuelle qui est rattachée à une personne. Il n'y a qu'une personne. Exactement. Et ça peut poser des problèmes, notamment si t'as de l'immobilier, tu fais du LMNP, tu as une EI, et tu veux ouvrir une deuxième EI pour faire du minage. Aux impôts, ils vont dire mais non, en fait, non, c'est pas possible. Il faut que ce soit sur la même EI, sauf que comme c'est pas la même activité, t'es pas censé les mettre sur la même EI. C'est ce que font les gens, d'ailleurs. En fait, ils mettent tout sur le même régime des BNC parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Exactement. Ouais. Mais voilà. l'administration... On arrive à une zone grise, quoi. Voilà, le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix de faire comme ça. Et l'administration, alors même qu'on n'a pas le choix, pourrait dire mais non, mais en fait, c'est pas les mêmes activités, ça devrait pas être consolidé. Donc, on arrive à ce moment-là au niveau un peu kafkaïen de l'administration. Ouais, on est d'accord. Vous devez faire ça, mais on vous permet pas de le faire, mais vous devez quand même le faire, sinon vous avez des pénalités. Bon, comment je fais? Bon, dans les faits, personne n'en a eu. Tu as eu des contrôles de gens qui ont fait du mining? Assez peu. En général, l'administration regarde. On voit qu'il y a du mining, j'en ai eu 2, précisément, voir qu'il y a du mining, mais en fait, vu qu'ils comprennent pas trop, il se trouve que c'était pas l'enjeu. Alors, c'est pas contre eux, hein. Ils ont pas beaucoup c'est surtout qu'ils sont pas très formés. Pas de ressources, c'est pas formé. Ils sont pas suffisamment formés, et en fait, dans ces contrôles-là, l'enjeu était pas sur le mining, mais c'était sur des ventes. Sur le reste. Voilà, relativement conséquentes de cryptoactifs derrière. Donc, en fait, ils se sont pas du tout attardés sur le mining. C'était plus. Ils ont plus envisagé le mining comme un sujet d'origine des cryptoactifs que comme l'activité en tant que telle. On a parlé des déficits, mais on va parler des bénéfices aussi. Donc, au BNC non professionnel, quand ça fait du bénéfice, admettons que j'ai eu 10 000 de Bitcoin sur mon wallet et que j'ai eu 9 000 de déficit, donc il y a 1 000 euros de bénéfices imposables. Ouais. Comment ils sont imposés? Barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, ta tranche marginale d'imposition. Voilà, on agrège avec les autres revenus. Donc plus CSG, CRDS? Oui, tout à fait. C'est trop beau. Donc, ça veut dire que sur les revenus de minage, on se prend la tranche marginale d'imposition, donc 0 à 45%. Mais que sur ce qui reste. Voilà. Et il y a toujours les 18,4%. Donc, en fait, l'imposition des revenus de minage, on dit souvent 0 à 45% dans ces 18,4 à 63,4%. Et si c'est au professionnel, URSSAF?
Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas les prélèvements sociaux, sachant que si c'est professionnel, normalement, les charges sociales, elles se déduisent du résultat, hein, les charges URSSAF. Ah, c'est intéressant aussi. Le problème là-dedans, c'est que Pour ceux souvent, qui les croient à charges, la retraite française. voilà, mais vu que les charges URSSAF souvent sont en décalage, en gros, surtout quand on crée une activité, vu qu'en BNC, on part du principe que c'est encaissement-décaissement, tant qu'on ne les a pas décaissées, ces charges URSSAF, elles ne sont pas déductibles. Mais vu que là, sur la première année, on va avoir une base provisionnelle qui est appelée, en fait, on doit théoriquement 30% de charges, par exemple, mais la première année, ils vont appeler que 2 000 euros, qui va correspondre, par exemple, à 5% du résultat. On va pouvoir déduire que ces 2 000 euros, et le jour où on se prend la régularisation, on doit déduire l'intégralité. Donc, en fait, il peut y avoir des sujets de décalage temporel qui doivent être pris en compte. Ok. Voilà. Ça, c'est le seul avantage des charges professionnelles URSSAF, c'est qu'elles sont déductibles, tandis que les prélèvements sociaux, les 18,4, ne sont pas du tout déductibles. À partir de quand, selon toi, quelqu'un qui peut utiliser les régimes des BNC, est-ce qu'il a un intérêt à créer une société juste pour faire du minage, si c'est, je sais pas, pour 20 000, 40 000, 60 000, à partir de combien, fourchette, ça serait plus intéressant de faire une boîte ou peut-être pas du tout? Alors, ça dépend des coûts de création de la boîte, mais globalement, si on raisonne que sur la fiscalité, déjà, à partir du moment où on a atteint un taux marginal d'imposition de 30%, c'est le plus intéressant d'être sur une boîte. Parce que là, je parle même en résultat pur net. Même si pur. le BNC te fait que tu es en négatif? Non, alors non, pardon. Voilà, c'est pour ça. Je dis, si tu as du bénéfice, ou si tu as une estimation de bénéfice sur les prochaines années, où tu vas avoir un TMI qui va être à 30%, quand tu cumules avec les prélèvements sociaux de 18, en fait, c'est le plus intéressant de sur une boîte. 47, et tu peux pas choisir la flat tax à ce moment-là, au BNC. Tu Non. peux pas dire, ah ouais, donc c'est là, tu te tapes 47 points sur ton BNF. Exactement, c'est ça qu'en fait, faut prévoir un petit peu, parce que dans un premier temps, ça peut être plus intéressant d'être en BNC en disant j'économise les coûts de structure et autres, sauf qu'une fois que tu es en BNC, en fait, si tu veux mettre ton activité dans la boîte, mettre ton activité dans une société qui est dédiée, tu peux apporter les machines de minage à une société. Le problème, c'est qu'en fait, ça se fait pas forcément en neutralité fiscale. Pour mettre une activité dans une société ILS en ayant des régimes fiscaux de neutralité, ça suppose que l'activité ait été exercée pendant un certain nombre d'années. Donc, ça veut dire qu'au bout de 2 ans, en fait, si tu décides de transférer tes machines de minage sur une boîte, à l'IS, tu vas payer l'imposition sur la plus-value latente sur tes machines, sur les cryptos qui sont rattachés à l'activité, etc. Donc, il faut avoir un minimum de prévisibilité. C'est pour ça que nous, souvent, on recommande, pour que ce soit plus simple, de créer une boîte qui est dédiée. Au moins, en fait, on n'a pas à se prendre la tête sur des mouvements. C'est quand même des coûts. Un coûts. client à 20 000, ça vaut pas forcément le coup d'avoir, je sais pas, 10 000 euros par an de revenus du minage. Vaut mieux rester au BNC. Exactement. Parce que le coût comptable d'avoir une société plus le coût de l'ouverture de la société, les frais de maintien de la société. Ça revient vite à plusieurs milliers d'euros. Ouais, donc, c'est pour ça que on n'a pas de chiffre exact à partir de quand c'est mieux de faire une boîte, mais en général, un client qui va acheter pour 20 000 ou 30 000 euros de machine. Ça vaut pas forcément le coup. 50, ça commence à se réfléchir. 50, je pense que ça peut. Moi, j'en ai certains qui sont toujours à 50, 60, qui sont toujours sur du BNC perso. Oui, même plus. Ce qui est sûr, c'est que quand on commence à atteindre des investissements qui sont de l'ordre de 100 000, 150 000, là, il faut vraiment se poser la question. Il faut avoir un plan. Voilà. Et je reviens au truc que j'ai failli oublier. Donc, je te dis ce que certains font dans le minage. J'ai ouï dire que, ouais, on arrive sur la fin. Ils vont miner avec leur société pour accumuler le plus de bitcoin possible parce qu'en fait, c'est un DCA optimisé qui permet d'acheter du bitcoin, enfin d'avoir du bitcoin avant, plutôt que d'acheter du bitcoin avec l'argent qui a déjà passé toutes les impositions du monde. Mais ils vont aussi acheter des machines en personne physique à côté pour se verser une sorte de rente tous les mois. Ils vont vendre immédiatement parce que au BNC, on le disait avant, et est-ce que c'est légal déjà de faire ça, de dire en fait je me fais une rente plutôt que me verser un salaire de ma SAS et que je perds 60%, il vaut mieux se miner du bitcoin vendu immédiatement en BNC au réel, non professionnel. Oui, dans l'absolu, rien n'empêche d'avoir une société et de ne pas tirer de rémunération de cette société et de vivre de ses investissements à titre perso. Ça, c'est pas du tout un problème. Le seul sujet qu'il faudra vraiment calibrer là-dessus, c'est que si, à titre perso, on ne détient
que des revenus qui n'ont pas de caractère professionnel. Du coup, on ne cotise pas sur des assurances maladie et autres. On peut avoir ce qu'on appelle la cotisation subsidiaire maladie. Contribution, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle la taxe Puma. Oui, c'est pour ça que j'ai dit Puma direct, je l'ai vu venir. Voilà, c'est la taxe sur la protection universelle maladie. Sur la boîte. Peut être c'est sur les revenus à titre perso, pas sur la boîte. Okay. Mais tous les revenus patrimoniaux peuvent faire tous les revenus qu'on va avoir peuvent faire l'objet de la taxe Puma si on n'a pas de revenus professionnels à côté. Donc, il faut faire attention, vu que elle est de 8% cette taxe, et elle a une base maximum qui est à peu près de, je sais plus, 240, 250, 260 000 euros. Ça représente en gros au maximum un surcoût de 25, 30 000 euros d'impôt. Mais bon, ça peut toujours, ça peut faire attention. Ouais, je l'ai vu venir, j'ai dit Puma. J'ai fait mon cheminement, j'ai dit. Exactement. Puma, mais sous cette réserve-là, et en réalité, éviter la taxe Puma, c'est pas très compliqué. À partir du moment que dans le foyer, on perçoit, j'ai plus le montant exact en tête, pareil, mais c'est à peu près 10 000 euros de revenus professionnels, on est hors de la taxe Puma. Donc ça peut valoir le coup de se verser une petite rémunération de dirigeant. Combien ? Light. On se verse 1 000, 1 500 euros par mois, on est large. On n'a pas l'exonération FIAN en tant que dirigeant, c'est dommage. On se verse 1 000, 1 500 euros par mois de rémunération, on a ses revenus professionnels, et puis le reste, on complète par des revenus de minage, de ce que vous voulez, et puis là, vous n'avez pas le sujet de taxe Puma, pas de problème. Super, je crois qu'on a fait un super tour, bien complet. Est-ce que tu vois d'autres questions parce que moi, je vois des clients, mais toi, tu en vois sûrement beaucoup plus que moi, vu que c'est ton métier, qui gravitent autour de ça, d'autres choses ? Je pense que sur le minage, on a fait un bon tour, même si en réalité, on pourrait continuer à en parler pendant des heures. Ouais. Alors, toute la fiscalité crypto... Je ne suis pas allé sur le Lombard volontairement. Par contre, là, je viens de me rappeler une question. Exactement. Notamment le Lombard, on en parlait tout à l'heure. Les différences qu'on va avoir entre faire du Lombard sur des protocoles de finance décentralisés... Il faudrait une vidéo dédiée. Bon, on en fera une sur le Lombard. Avec grand plaisir. C'est un bon sujet. Il y a un truc, je pense qu'on a une petite zone d'ombre que je vois là. Mon petit mind map mental. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs, je vais réaliser un mind map de tout ce qu'on a dit, un document que je pourrais envoyer pour ceux qui le demandent sur la boîte mail. Je le ferai valider par Axel, dire oui c'est ça, il n'y a pas de bêtises. Quand tu es en BNC, par contre, est-ce que tu gardes l'avantage des particuliers de pouvoir dire mon Bitcoin je le mets en stablecoin pour pas... Non. Non. Vu qu'on n'est pas en régime d'imposition des plus-values des particuliers, il faut vraiment avoir... Alors ça, c'est vraiment très important. Okay. Donc j'ai bien fait de demander parce que je n'étais pas sûr. Exactement. Là, c'est vraiment très important. Le sursis d'imposition crypto-crypto, donc des échanges entre crypto, ne s'applique que si on rentre dans le champ d'application des plus-values des particuliers. Donc si on rentre dans le champ d'application d'un autre texte, BNC, BIC, pour la société, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne que si on est dans une opération d'échange entre cryptoactifs. Okay. Dès lors qu'on n'est pas dans une opération d'échange, ça ne fonctionne pas. Et si on est dans une opération de ce qu'on appelle une cession à titre onéreux de cryptoactifs contre quelque chose qui n'est pas un autre cryptoactif, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas que je vends mon Bitcoin contre des euros, je suis imposé. C'est aussi, je suis un particulier qui a acheté du Bitcoin il y a longtemps et je décide payer mon avocat, acheter des machines de minage, des choses comme ça. On peut avoir des sujets d'imposition à ce moment-là, donc il faut vraiment faire attention sur l'imposition. Ce qui veut aussi dire que du coup, même si tu n'as pas d'entreprise, tes bitcoins ne sont pas considérés pareil. C'est-à-dire que, comme on le disait avant, le déficit du BNC peut venir impacter le bénéfice de tes bitcoins qui ont été minés uniquement. Ouais. Et donc, il faut limite séparer dans des wallets pour mieux suivre. C'est mieux de séparer, ouais. Ok. Sachant qu'en plus, c'est du Bitcoin vierge. Alors oui, il y a des gens qui disent qu'il y a plus de valeur, il y a moins de valeur. Il y a plus de valeur d'avoir des Bitcoins vierges. C'est encore un autre épisode. Le Bitcoin vierge, c'est quoi ? C'est du Bitcoin qui n'est jamais passé par un KYC, Know Your Customer. Vous n'avez pas donné votre carte d'identité, votre coloscopie. Bref, c'est des Bitcoins qui ne sont pas flagués par le système. Exactement. D'ailleurs, comment ça se passe quand tu déclares tes Bitcoins ? Est-ce que tu dois déclarer le wallet ou pas ? Ou c'est juste, j'ai miné tant, c'est ça mes revenus BNC, c'est la contre-valeur en face et c'est tout. Tu ne déclares pas du tout le wallet, encore heureux. Même si, on l'a vu en décembre, il y a des tentatives de certains députés pour mettre en place des textes qui vont imposer la déclaration des non-custodial wallets. C'est pas encore passé. Je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'ils nous pondent réellement ce texte. Mais aujourd'hui, non, quand on déclare son BNC, on déclare uniquement... D'ailleurs, quand on fait une déclaration 2035, on n'indique même pas que c'est de la crypto. On déclare juste le chiffre d'affaires,
les charges, mais on ne dit pas c'est de la crypto, j'ai miné tant de bitcoin ou quoi que ce soit. Ce sont des opérations qui se voient dans la tenue du livre des opérations quotidiennes, dans les registres des amortissements et autres, mais ce n'est pas communiqué. C'est toujours contrôle, en fait. Et quand on voit comment l'État protège nos datas, je pense que déclarer sans wallet... Voilà, c'est dangereux. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que je n'ai pas le droit de le dire. Mais on a compris l'idée. Comment on te contacte ? Alors, on peut me contacter, on peut éventuellement mettre mes coordonnées sous Exactement, on va les mettre là, là et là. C'est pour le monteur, il va faire payer plus cher. On mettra les coordonnées sous la vidéo. Voilà, on peut mettre les coordonnées sous la vidéo. Sinon, en googlant mon nom, Axel Saban, également via notre site internet, donc dnapartners.fr, sur LinkedIn. Alors, j'ai un compte Twitter, mais je l'utilise très très peu. En général, LinkedIn, ça fonctionne plutôt bien pour me contacter. Et puis, s'il y a mes coordonnées, après, je suis joignable WhatsApp, Telegram, Signal, un peu tous les canaux de communication possibles, je m'adapte. Super. Franchement, merci. Ça fera à chacun qui a regardé cette vidéo 300 €. C'est combien de l'heure ? En tout cas, merci pour la connaissance. J'ai appris pas mal de choses, mine de rien, je pensais pas. Sans me jeter de fleurs, ça fait quand même des années que je suis dans le mining. Et on a eu moult fois l'occasion d'échanger dans des événements où on pose des questions. On a travaillé ensemble pas mal de fois aussi, même avec plusieurs sociétés. Tu accompagnes plusieurs de nos clients. Donc franchement, merci. On a fait les bases, mais il y a beaucoup d'autres situations qui existent. Et là, faites-vous accompagner d'un professionnel. Ça ne mange pas de pain, ça vous fait gagner de l'argent, croyez-moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis à bientôt. Merci, à bientôt. Bon, nickel. On va même pas besoin de cut. Il y aura 0 montage. Bon, c'est bien ça quand c'est d'un coup comme ça. Ouais, parfait. Très bien. Merci de nous avoir laissé déborder.